La dette n'est pas un problème en soi. En règle générale, quand on achète un immobilier, on fait de la dette. Je connais pas beaucoup de gens qui achètent cash leur maison. Moi aujourd'hui j'ai des jeunes de 19 ans qui commencent déjà à s'intéresser à comment épargner, à comment placer, qui ont notamment compris le système de retraite et qui essaient de se constituer le plus tôt possible leur propre retraite complémentaire, et ça peut être à travers des placements en bourse ou notamment à travers des SCPI. Aujourd'hui, quand vous vous intéressez à la bourse, vous n'allez pas acheter des entreprises que franco-françaises. Vous allez peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et accessoirement, quand on analyse le CAC 40 de sociétés françaises, on sait très bien que les grandes sociétés du CAC 40 font 80% de leur chiffre d'affaires à l'étranger. Donc est-ce qu'on achète vraiment une société française quand on achète une société du CAC 40? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet super intéressant sur une classe d'actifs que j'aborde pas assez sur cette chaîne, les SCPI. Et pour parler de ce sujet, je suis très content d'accueillir Jean-François, qui est gérant d'une SCPI et qui du coup va avoir plein d'informations super intéressantes à nous partager sur cette classe d'actifs. Donc j'ai préparé pas mal de questions autour des SCPI, sur le fonctionnement, sur le fonctionnement de votre SCPI Eden également. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que le plus intéressant, ça serait que je te laisse te présenter un peu sur ton parcours, ce que tu fais au sein de ton activité professionnelle. Très bien, merci Clément. Ravi d'échanger sur la thématique de la SCPI, parce que c'est un produit qui est encore pas forcément connu ou très 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 connu du grand public comme d'autres produits financiers type livret, type bourse ou OPCVM par exemple quand on parle de fonds. Et donc effectivement la SCPI est un produit très intéressant en termes d'épargne immobilière et d'épargne tout court. Et l'idée c'est d'échanger ensemble pour peut-être répondre à des questions, en tout cas, et éclaircir effectivement ce sujet de la SCPI et donc de la Société civile de placement immobilier. Donc en ce qui me concerne, donc Jean-François Chory, je suis directeur général de la société de gestion Advenis REIM. Donc je gère plusieurs SCPI, je gère surtout des gérants qui s'occupent de SCPI. Et ça fait maintenant une 25, 30, j'arrive plus à compter maintenant, années que je travaille dans le monde de l'immobilier et dans le monde de la distribution de produits immobiliers au sein effectivement de distributeurs que peuvent être des banquiers, que peuvent être des assureurs historiquement, et puis de plus en plus vers des conseillers en gestion de patrimoine, et puis vers des plateformes digitales qui sont en train de proposer des produits financiers avec du conseil ou sans conseil d'ailleurs sur en ligne en règle générale, avec du conseil parce que c'est la réglementation qui l'impose. Ouais, bien sûr. Mais voilà, et donc ça, c'est plutôt plaisant de voir cette évolution aussi, avec une montée en puissance des nouveaux épargnants qui changent les modes de consommation de l'épargne, parce qu'ils vont de moins en moins pousser la porte d'une agence bancaire, de moins en moins aller être démarchés par un assureur local, un agent général, comme on appelle ça, et de plus en plus aller se renseigner sur des plateformes internet, d'aller chercher leurs propres informations et de souscrire en direct via maintenant les plateformes digitales. En un quart d'heure, 20 minutes, on a souscrit une SCPI. Donc ça fait partie des évolutions qui permettent aujourd'hui à des épargnants d'avoir accès en fait aux sociétés civiles de placement immobilier beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et d'ailleurs, par rapport à cette transition, dans votre société de gestion, vous le voyez au niveau des chiffres que la distribution de la SCPI ne se fait plus forcément à travers les institutionnels classiques, banque, assurance, mais vraiment en ligne. Est-ce que au niveau de l'encours que vous récoltez, c'est plus en ligne aujourd'hui qu'avec les partenaires institutionnels, ou c'est toujours quand même une grosse partie institutionnelle? Non, sur les chiffres, alors les nôtres et les chiffres de la place, hein, puisque les sociétés civiles de placement immobilier donc, sont gérées par des sociétés de gestion. Peut-être qu'on y reviendra après pour expliquer comment tout ça fonctionne. Et on a une association qui s'appelle l'ASPIM, qui est l'association effectivement qui regroupe toutes les sociétés de gestion qui développent aujourd'hui en termes de grand public des sociétés civiles de placement immobilier, des OPCI et des sociétés civiles aussi sous forme d'unités de compte en contrat d'assurance vie. Grosso modo, tout l'univers de l'immobilier papier, ce qu'on appelle. Et on voit une montée en puissance des souscriptions en ligne, mais la grosse proportion encore aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 80-85%, se fait encore en intermédiation via des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Alors aussi, bien entendu, toujours des banques et des banques privées, des banques de réseau et des assureurs. Mais dans les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, on constate quand même que certains aujourd'hui prennent une place de plus en plus importante et ont une collecte via leur plateforme digitale qui est en train effectivement d'évoluer de manière assez conséquente. Et nous, on a, au-delà effectivement de cette montée en puissance sur certaines plateformes, on avait aussi fait appel à une époque, et on reparlera de notre SCPI Eden tout à l'heure,
on avait fait appel à une société de conseil pour constater, ou en tout cas pour étudier, analyser l'évolution de l'épargne. Et on avait regardé ça avec grand intérêt, dans le sens où aux US et notamment aussi au Royaume-Uni, qui ont plutôt des tendances un petit peu en avance sur nous, on voyait cette augmentation de nouveaux épargnants plus jeunes, entre 25 et 35 ans, qui épargnent de manière très régulière. Et donc ça, c'est assez fréquent, puisqu'en règle générale, l'épargne et la gestion de patrimoine, ça s'adresse plutôt à des personnes un peu plus âgées, qui ont déjà réalisé une partie de leur patrimoine et qui pouvaient, sous forme de conseil via leurs intermédiaires classiques, avoir accès à certains produits d'épargne un peu plus évolués, entre guillemets. Et ça a changé et ça change beaucoup plus rapidement, notamment avec, je ne parlerai pas d'IA aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, avec les nouveaux modes de consommation en général et notamment aussi sur l'épargne. C'est le cas d'ailleurs sur beaucoup de classes d'actifs, hein, parce que moi, du coup, ça fait 4 ans maintenant que je crée du contenu autour de l'investissement, de la bourse notamment, et on le voit de plus en plus, hein. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai des jeunes de 19 ans qui sont encore étudiants en alternance, qui commencent déjà à s'intéresser à comment épargner, à comment placer. Donc, c'est super. Après, j'échange souvent avec eux sur le fait de ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut aussi profiter de la vie, pas investir absolument toute notre épargne dès qu'on a 19 ans. Mais, euh, mais ouais, c'est super intéressant. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de professionnels libéraux, par exemple, qui ont notamment compris le système de retraite au niveau des profs libres et qui essaient de se constituer le plus tôt possible leur propre retraite complémentaire. Et ça peut être à travers des placements en bourse ou notamment à travers des SCPI. Et je pense que ça tend de plus en plus à se démocratiser. Donc, ce serait intéressant de suivre un peu cette évolution. Si on revient sur les SCPI, l'idée, premièrement, ça serait de comprendre un peu le mécanisme et pourquoi et comment les SCPI peuvent être intéressantes pour des épargnants français ou autres. Donc, à quoi ça sert une SCPI et comment ça fonctionne en réalité? Comment ça marche? Alors, à quoi ça sert? La vocation d'une société civile de placement immobilier, c'est de distribuer euh, un revenu régulier aux investisseurs. C'est ça la base d'une société civile de placement immobilier, c'est de pouvoir générer un revenu complémentaire. Donc, soit mensuel ou trimestriel. Ou d'où il arrive ce revenu complémentaire? La SCPI, c'est, comme son nom l'indique, c'est de l'immobilier. Donc, à la base, en fait, on est dans l'immobilier. Et que ce soit en direct ou en indirect, on aime bien soit les opposer, en tout cas, soit les mettre de côté. C'est-à-dire que soit quand vous voulez investir aujourd'hui votre argent, votre épargne, soit vous le faites sur des produits classiques de court terme, soit vous le faites sur des produits plus risqués, type actions, obligations, ou encore plus risqués, crypto aujourd'hui, soit vous le faites sur la classe d'actifs qui est la classe d'actifs qui reste la plus importante dans les portefeuilles des Français, toujours aujourd'hui, c'est l'immobilier. Et donc, soit vous le faites en direct, vous achetez un appartement par exemple, vous achetez votre résidence principale, vous achetez une résidence secondaire, enfin en tout cas dans l'ordre c'est plutôt la principale, peut-être la secondaire, et après un investissement immobilier, ou alors certains sautent la case résidence secondaire et vont directement sur l'investissement immobilier, et maintenant on voit aussi pas mal de jeunes aller sur de l'investissement immobilier avant même d'être propriétaire de leur résidence principale. Tout ça parce que c'est un sujet d'épargne de précaution ou d'épargne retraite, parce que je pense que tout le monde a assez bien compris que pour les nouvelles générations, peut-être que la retraite, il n'y en aura pas beaucoup ou peut-être pas du tout. Donc Différemment, ouais, je pense. en tout cas différemment et peut-être plus par capitalisation que par répartition. Et donc ce sujet arrive de manière assez intéressante sur la SCPI, puisque aujourd'hui, donc, les sociétés civiles de placement immobilier sont des sociétés qui sont là pour récupérer de l'épargne d'investisseurs. Et donc, en tant qu'investisseur, vous allez confier une partie de votre épargne, une partie de vos capitaux à une société de gestion qui est agréée AMF, donc agréée par l'autorité de marché financier. Cette société de gestion va créer ce qu'on appelle une société civile de placement immobilier qui elle-même va être agréée par les autorités de marché financier. Et cette société, elle va avoir pour vocation d'investir pour le compte de l'investisseur dans des biens immobiliers. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous n'allez pas être seul. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur en direct, vous allez acheter un appartement, par exemple, peut-être à côté de chez vous, ce qui peut avoir un intérêt, parce que vous allez le voir, parce que vous pouvez le gérer peut-être directement. La problématique, c'est que vous allez concentrer 100% de votre épargne sur un seul bien immobilier. Donc vous avez un risque de valeur, déjà, potentiellement, en fonction des évolutions de marché, puis un risque locatif, parce que le jour où votre locataire ne vous paye plus pour X ou Y raison, le jour où il part et vous ne retrouvez pas un locataire tout de suite, vous n'avez pas de loyer. Donc c'est 0 ou 100, entre guillemets, et de temps en temps, un petit peu entre les deux, si vous ne payez qu'une partie sur l'année. Mais ça fait partie des risques importants sur le direct, avec
tous les sujets de gestion. Un risque locatif, comme on a parlé, si effectivement votre locataire ne vous paye pas, et on sait que c'est compliqué en France d'avoir un locataire qui ne paye pas pour faire en sorte qu'il vous paye ou faire en sorte de le sortir de votre appartement pour faire en sorte de changer de locataire. Ben, la juridiction protège quand même pas mal les locataires. Et derrière, avec un risque lié à un seul bien. Donc la SCPI, l'intérêt, c'est que vous n'allez pas être seul en tant qu'investisseur, vous avez une multitude d'investisseurs, donc des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'investisseurs qui vont souscrire des parts de sociétés. Et donc la société de gestion va investir dans plusieurs immeubles, voire, quand je dis ça, c'est plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Donc vous allez avoir une diversification de l'actif immobilier que vous allez avoir à l'intérieur, avec de temps en temps des thématiques aussi spécifiques en fonction de ce que vous allez chercher comme société de gestion ou comme société civile de placement immobilier. Et derrière, avec aussi une diversification du risque locatif, puisque vous allez avoir 10, 100, 1000, voilà, je vais m'arrêter là, mais locataires différents qui vont effectivement verser un loyer. Forcément, quand vous allez avoir un locataire là-dedans qui ne paye pas, bah, c'est noyé dans la masse et vous le voyez beaucoup moins, vous, en tant qu'investisseur d'une société civile de placement immobilier, parce que à hauteur de 90, 95 et des fois à 100%, votre parc immobilier est loué, donc vous allez toucher dans le pire des cas 90% du total, mais jamais zéro. Donc ça fait partie, en tout cas quand je dis jamais, voilà, règle prudentielle de Oui, ça conformité. Voilà, dans le pire des cas, ça pourrait peut-être arriver un jour si géopolitiquement il y a des sujets, mais en tout cas, voilà, normalement, c'est des extrêmes qu'on ne oui. connaît pas dans une société civile de placement immobilier, parce que justement, la vocation, c'est de diversifier le risque et de diversifier les sources locatives. Donc, la chaîne de la SCPI, c'est vous investissez, vous confiez votre argent à une société de gestion. Cette société de gestion va investir dans un bien immobilier avec un locataire. Ce locataire va payer le loyer. Vous allez déduire des charges de gestion de l'immeuble, des charges de gestion de la société de gestion qui va travailler pour vous et des impôts. Et la société de gestion, via la SCPI, va renvoyer en fait le reliquat net sur votre compte bancaire. Et donc, ça vous assure un revenu complémentaire qui sera payé tous les mois, tous les trimestres. Finalement, c'est un peu comme tu as fait le parallèle, c'est acheter un bien immobilier pour avoir un revenu avec un loyer, mais c'est diversifié sur plusieurs lots et avec une société de gestion qui nous permet d'éviter toute la gestion locative qui peut être complexe quand on gère des biens en direct. Et du coup, j'ai un peu une question et un parallèle à faire parce que, effectivement, l'investissement en direct a été et toujours un investissement qui est très apprécié par les épargnants français, mais il y a également une autre classe d'actifs qui est ressortie il n'y a pas très longtemps, c'est le crowdfunding immobilier. Mhm. Et moi, j'ai pas forcément d'appétence pour cette classe d'actifs-là parce que pour moi, c'est beaucoup plus risqué qu'une SCPI. Euh, et justement, je pense que ça serait intéressant dans cet épisode de faire un peu une explication de pourquoi une SCPI est potentiellement moins risquée que du crowdfunding. Parce qu'il y a quand même la finalité pourrait sembler être la même avec des revenus passifs, avec peu de gestion et du capital qui est confié à quelqu'un qui gère un projet immobilier, mais euh, tout le contexte est quand même bien différent. Alors, il y a deux explications rapides pour marquer la différence. C'est que d'une part, en règle générale, le crowdfunding s'appuie sur une seule opération. Donc, on revient un petit peu sur de l'investissement direct que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous mutualisez plusieurs investisseurs, mais que sur une seule opération. Mm. Donc, vous avez le risque de l'opération. Donc, si l'opération va bien, bah, vous gagnez beaucoup d'argent. Si l'opération ne va pas bien, vous pouvez perdre aussi beaucoup d'argent. Ça, c'est la première différence. Et la deuxième, c'est qu'on n'est pas forcément sur les mêmes typologies d'actifs. La SCPI, la vocation, c'est de distribuer. Donc, en règle générale, un gérant de SCPI, un investisseur qui va être mandaté pour le compte de la société de gestion pour des investisseurs, va rechercher des biens qui sont assez sécurisés. Sécurisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va regarder la localisation, il va regarder en fonction de sa thématique, on y reviendra peut-être parce qu'il existe plusieurs typologies de SCPI. Il va regarder donc la localisation, qui est toujours très important dans l'immobilier. Il va regarder la qualité de l'immeuble. Donc, quand il va se déplacer, on va faire des études techniques. C'est un petit peu un parallèle avec la bourse qu'on évoquait tout à l'heure en off. Vous pouvez acheter un portefeuille d'actions à l'aveugle et en achetant sur Boursorama ou n'importe quel site. Voilà, je ne fais pas de pub pour Boursorama, mais Fortunéo ou toutes les plateformes aujourd'hui Il y qui en a un existent. paquet. Voilà, toutes les nouvelles qui existent aussi dans le marché aujourd'hui. Et c'était historiquement ça. Et aujourd'hui, donc voilà, vous pouvez acheter un portefeuille d'actions 5-10 et puis vous prenez votre risque. Soit vous essayez d'analyser la société de gestion qui est à l'intérieur, son bilan, ses résultats, ses perspectives,
Et là, vous allez peut-être prendre une décision un petit peu plus éclairée. C'est exactement pareil pour l'immobilier. Vous allez confier votre argent donc, à une société de gestion, des gérants qui vont faire appel à des gestionnaires techniques. On va faire des études techniques d'isolation, des études énergétiques, des études ESG aussi pour regarder effectivement les évolutions de l'actif dans la durée. Et donc, une fois qu'on a regardé la localisation, la qualité de l'immeuble, on va regarder la qualité du locataire. Parce que le but, c'est de recevoir des loyers. Et donc, si vous avez un locataire solide financièrement avec une bonne note financière, vous avez plus de chances d'avoir un loyer qui va tomber tous les mois, que vous allez pouvoir redistribuer à vos associés, que si vous achetez un immeuble avec un locataire qui, grosso modo, a un bilan qui est un peu bancal, voire même qui a des problématiques de financement et qui cherche à vendre peut-être son bien immobilier pour se recréer de la trésorerie ou en tout cas recréer des besoins en fonds de roulement, et avec un risque potentiel sur sa capacité à vous payer ses loyers demain. Donc ça va faire partie des risques qui sont screenés ou en tout cas regardés chez un gérant d'actifs immobiliers, un gérant de SCPI. Et une fois qu'on a les réponses à toutes ces questions, on va faire une proposition de prix et on va voir si on l'achète ou pas en fonction du rendement attendu qu'on estime mesuré par rapport à la qualité de l'actif, de sa localisation et de la qualité de son locataire. Tout ça va dépendre en fait en termes de rendement. Quand nous, on va acheter un actif, on va regarder tous ces éléments et on va déterminer un rendement potentiel. Voilà. C'est là où on va voir des grosses différences entre si vous achetez un immeuble parisien sur l'avenue des Champs-Élysées, par exemple, ou si vous allez vous retrouver avec un actif immobilier qui va être en périphérie d'une région, enfin d'une ville secondaire en France, pour ne pas la citer, Pau, par exemple. Vous n'allez pas forcément acheter le même actif dans plein centre de Paris qu'en périphérie de Pau. Et en tout cas, vous n'allez pas mettre le même risque en face et le même rendement. Donc, il y en a un où vous allez prendre un peu moins de risques parce que vous savez que patrimonialement parlant et d'un point de vue du locataire, si vous avez un locataire qui est un Big Four ou une société de luxe, vous avez peu de chances d'avoir un défaut de paiement de votre loyer. Si, à contrario, vous achetez une opération immobilière en région avec un locataire qui est une petite entreprise locale et qui se développe avec un risque potentiel sur ses revenus futurs, vous n'allez pas embarquer le même risque. Et donc, forcément, le rendement que vous allez attendre de cet actif à Paris ou de l'actif en région de Pau ne va pas être le même. Et donc, c'est tout ça qui est analysé dans les CPI et dans les gérants pour déterminer effectivement le niveau de risque et le niveau de rendement attendu et de distribution possible pour les investisseurs. Et d'ailleurs, par rapport à... Du coup, si on revient un petit peu sur Eden, et je pense qu'on va y venir, repartir un petit peu sur la généralité des SCPI, mais chez vous, combien de lots sont analysés pour un achat immobilier? Vous analysez combien de lots et pour combien ça va jusqu'au bout? Alors, sur des chiffres, ça va dépendre aussi de la stratégie. Donc, quand on évoquait tout à l'heure les sociétés civiles de placement immobilier, il existe plusieurs types de sociétés civiles de placement immobilier. Des SCPI à capital variable et des SCPI à capital fixe. Donc, les SCPI à capital variable, c'est ce qu'on appelle des fonds ouverts, entre guillemets. Et donc, vous allez collecter de l'argent à un instant T, puis continuer à collecter tous les jours, tous les mois, toutes les années, et jusqu'à arriver à une taille assez importante. Et donc, tout simplement, la liquidité de ces SCPI, ça va se faire entre les gens qui rentrent et les gens qui sortent. Il y a certaines SCPI, ce sont des SCPI à capital fixe, donc vous rentrez, vous dites que vous allez acheter pour 20 ou 50 millions, vous levez pour 20 ou 50 millions, vous achetez et vous refermez la SCPI, et donc la liquidité, elle se fait de manière plus tard, ou en tout cas de gré à gré Moins en fonction liquide. d'achat. Voilà, c'est moins liquide. Et donc, en fonction effectivement de la typologie de votre SCPI, déjà, vous n'avez pas la même logique et pas la même stratégie d'investissement et pas les mêmes types d'investissement. Donc, pour revenir sur le sujet du choix et aussi effectivement comment on investit aujourd'hui dans des SCPI, c'est vrai que ça va dépendre de la levée de fonds, ça va dépendre effectivement de la collecte annuelle. Et donc, en fonction de votre rythme de collecte, vous allez analyser plus ou moins de dossiers. Et donc, si vous avez un rythme de collecte qui est assez soutenu, vous savez que vous allez avoir, et en fonction de votre stratégie d'investissement aussi, puisque vous pouvez acheter des biens à 2 millions d'euros, vous pouvez acheter des biens à 500 000 euros, mais vous pouvez aussi acheter des biens à 50 millions d'euros. Et donc, si vous collectez 50 millions d'euros, si vous achetez des biens à 500 000 euros, il va falloir faire beaucoup de travail de sélection et beaucoup de travail d'analyse pour effectivement commencer à constituer votre portefeuille. Si vous achetez des biens dans votre stratégie à 50 millions d'euros, vous vous envoyez peut-être une dizaine et vous allez acheter un actif dans l'année. Donc, ça fait partie aussi de la stratégie d'investissement de la société de gestion, de savoir comment et à quel rythme vous investissez, quelles sont vos équipes aussi, comment vous êtes organisé. Mais en règle générale, on va regarder bien, je pense, une cinquantaine d'actifs
Là-dessus, on va travailler sur une dizaine et au final, on va en acheter un ou deux. C'est à peu près ça, en OK. règle générale, les volumétries, parce que ça dépend aussi de votre stratégie d'investissement et ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment avoir le temps d'analyser les opérations que vous voulez acheter, bah, bien entendu, il faut prendre le temps, bien les analyser, aller voir ces actifs, bien entendu, en tant que gérant, pour vous rendre compte sur place comment est constitué l'immeuble, où il est. C'est bien Google Maps, mais ça a des limites aussi par rapport à l'environnement et par rapport aux évolutions des villes, des quartiers, et la connaissance aussi des investisseurs ou en tout cas des partenaires locaux. Parce que c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se passe en termes d'urbanisme dans la ville et dans le quartier que vous êtes en train d'acheter, en tout cas l'actif où il est situé. Et donc tous ces éléments-là, c'est des éléments techniques qui ne sont pas forcément visibles dans la SCPI, mais qui sont analysés par les gérants de sociétés de gestion. Et ça, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous avez des équipes qui y vont. Vous y allez aussi pour vraiment connaître chaque lot que vous achetez. Et je suppose que bon, vous y allez peut-être plus votre. Enfin, toi, tu vas pas forcément sur tous les lots que vous Je avez. vais pas, parce qu'après c'est une question d'agenda, Oui, je mais me en doute. tout cas mes gérants, Mais eux, ils se déplacent tout le temps, ouais. ok. Et la collecte, elle est assez dynamique, là, notamment sur les nouvelles SCPI qui se sont lancées depuis 2023. Et on a vu en 2023-2024 des SCPI qui étaient très concentrées sur notamment le marché français et le marché de bureau qui ont eu des difficultés. On va pas forcément citer les noms, mais il y a différents types de SCPI, on y reviendra après. Juste pour revenir sur la collecte, Mhm. donc si la collecte est très dynamique, est-ce que vous, de votre côté, ça vous met une pression par rapport au fait d'investir cette collecte? Est-ce que ça peut mettre justement voilà, un timing sur le fait voilà, de trouver un lot, de l'investir et peut-être trouver peut-être moins bien que ce que vous auriez pu faire? Ça se passe comment quand... Voilà. Oui, oui, c'est clair que le rythme d'investissement est très lié au rythme de collecte et il faut faire attention à ça. Il faut en tout cas avoir un bon équilibre et en tout cas avoir les équipes suffisamment importantes pour pouvoir travailler de manière qualitative. Quand vous avez, en tout cas, c'est arrivé aussi, des volumes de collecte très importants sur des SCPI, bah, c'est compliqué de pouvoir avoir le temps nécessaire et la bonne sélectivité des actifs. Et donc c'est là où il peut y avoir des fois des déviances sur le fait d'acheter très vite et sans forcément, avoir le temps d'aller visiter les actifs et le temps de faire les études techniques et légales sur les actifs. Parce qu'il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, toute la partie qualitative, technique de l'immeuble, mais il y a aussi tout l'environnement légal d'un immeuble. Vous avez des locataires, vous avez des baux, vous avez une législation particulière parce qu'on ne parle pas forcément que d'investissement en France, on y reviendra tout à l'heure. Donc en fonction du pays dans lequel vous investissez, les règles de droit ne s'appliquent pas de la même manière. Et donc il faut à chaque fois étudier, travailler avec des avocats pour être sûr effectivement que vous êtes sécurisé en tant qu'investisseur par rapport au bail que vous allez récupérer quand vous achetez un immeuble, puisqu'il y a un locataire en place qui a un bail. Donc il faut analyser ce bail, il faut analyser la législation aussi, l'imposition aussi, puisque en Europe, on n'a pas la même imposition en fonction des pays et pas la même nature le taux déjà, mais même la même nature de taxes à l'achat, d'un niveau d'impôt et la nature des impôts et la nature aussi de tout ce qui va être déduction. Certains pays en Europe, vous pouvez pratiquement rien déduire, c'est-à-dire que votre loyer va être taxé à un niveau à 20 ou 25. Il y a des pays d'Europe comme l'Allemagne où vous allez pouvoir déduire la totalité de vos charges, de vos amortissements, et vous allez vous retrouver avec un impôt net, en tout cas un impôt ou un revenu déduit de charges qui va être très important. Donc tout ça, ça fait partie des études aussi qui sont très importantes quand on achète pour pas aller à l'aveugle justement dans un actif immobilier. Et donc c'est là où les SCPI, leur environnement juridique de conformité, on fait des contrôles aussi, ça c'est quelque chose qu'on parle jamais, mais tous les contrôles de conformité, on étudie effectivement la lutte anti-blanchiment, on est très contrôlé là-dessus, que ce soit pour les souscriptions, Ouais. on contrôle effectivement la nature des revenus et la nature de la provenance des fonds de nos souscripteurs. Nous, on fait exactement la même chose avec ceux qui nous vendent l'actif. On va contrôler effectivement les bénéficiaires effectifs pour voir s'ils ne sont pas dans des pays qui ne sont pas autorisés. On va voir effectivement la nature aussi de l'actionnariat des sociétés. Et on va regarder tous les sujets de locataires aussi, c'est-à-dire que tous nos locataires sur lesquels on a des échanges financiers, on doit les contrôler. Donc tout ça, c'est des grosses mécaniques en fait, avec pas mal de contraintes. Et d'où l'intérêt, quand on parle d'immobilier, quand on évolue dans l'immobilier professionnel, d'avoir des gens et des compétences multiples au sein des sociétés de gestion. Et ça, c'est des garanties, en tout cas, même s'il n'y a jamais de garantie, jamais d'engagement à 100%, mais en tout cas, voilà, ça rassure et en tout cas, c'est des points très importants
pour un épargnant de travailler avec telle ou telle société de gestion qui est équipée de telle manière, qui est son environnement, son professionnalisme, son expérience. Et ça aussi, ça fait partie des critères qui sont très importants quand on choisit des SCPI. Donc Mmh. ça, c'est tout voilà, un environnement important à prendre aussi en compte. Et justement, si on y vient un peu sur les critères, pour, un épargnant qui, cherche à investir en SCPI et qui, pourrait être attiré peut-être que par le taux de distribution ou, le taux de rendement interne de la SCPI, donc vraiment la partie performance. Il y a également plein d'autres critères à regarder pour, voir un petit peu la santé de la SCPI, comment est-ce qu'elle est gérée. Ça serait quoi un peu les critères qu'on pourrait partager aux personnes qui nous regardent pour, voilà, savoir un petit peu la santé de la SCPI, savoir, quel type, d'actifs, ils peuvent rechercher, comment est-ce que c'est recherché, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors oui, effectivement, il y a plein de critères qui rentrent en ligne de compte dans les SCPI et d'ailleurs, enfin, tout l'aspect réglementaire, hein, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure par rapport à la relation avec l'autorité de marché financier. Les gérants sont également, passent des examens et doivent avoir alors c'est pas un diplôme, mais c'est en tout cas être validé par l'autorité de marché financier avant de gérer un fonds. Donc ils ont une accréditation de l'AMF pour gérer un fonds financier. Et donc tout cet environnement-là crée un environnement de transparence. Enfin, en tout cas, dans la réglementation, on doit être clair dans la communication et en tout cas dans notre communication, on doit être transparent et on doit avoir une communication non trompeuse. Voilà les éléments C'est réglementaires qui sont comme obligatoires pour les pour nous. distributeurs, Voilà. Et donc ça fait partie des sujets qui sont importants. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver sur les sites internet des sociétés de gestion la totalité de l'environnement réglementaire, de la documentation réglementaire qui est présente, c'est-à-dire tout ce qui concerne les statuts, tout ce qui concerne la plaquette commerciale, tout ce qui concerne ensuite dans la vie de la SCPI, les bulletins semestriels, souvent trimestriels, parce que l'obligation est semestrielle, mais on le fait souvent de manière trimestrielle, les rapports annuels, le DIC, le fameux document d'information clé que vous allez retrouver aussi, qui va reprendre tous les aspects financiers, c'est-à-dire les aspects frais, donc les frais ponctuels, les frais de gestion et donc les frais récurrents d'une société de gestion. Tous ces éléments-là sont en ligne en fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller éplucher ces documents-là pour essayer de les comprendre, parce que ce n'est pas toujours simple non plus. Même si on essaye d'avoir une communication la plus simple possible, il y a quand même beaucoup d'éléments et ça fait partie des points. Et ensuite, nous, on va communiquer sur différents sujets qui sont aussi réglementaires. Donc le taux de distribution, maintenant aussi avec le PGA, enfin la PGA, la performance globale annualisée, qui oui, est un nouvel outil de un nouvel performance indicateur. depuis le 1er janvier 2026. Donc ça va donner la tendance de la société sur son niveau de distribution, brut ou net, puisque c'est brut avant fiscalité ou ça peut être aussi net de fiscalité en fonction des sociétés de gestion. En règle générale, on communique un peu sur les deux, notamment sur les SCPI européennes. Et ensuite, on va avoir des taux d'occupation financiers, qui est un très bon indicateur pour voir le remplissage, en fait, le niveau de paiement des locataires sur la totalité du stock. Ça fait partie des éléments. Le niveau d'emprunt aussi, puisque les SCPI ont le droit réglementairement d'emprunter jusqu'à hauteur de 40% de leur capitalisation. Et donc, en fonction du niveau de risque, en tout cas du niveau pardon, de dette, vous avez aussi un niveau de risque embarqué ou pas en fonction des évolutions de taux dans la SCPI. La dette n'est pas un problème en soi. En règle générale, quand on achète un immobilier, on fait de la dette. Je ne connais pas beaucoup de gens qui achètent cash leur maison. Donc la dette, c'est pas un problème. Mais après, c'est effectivement de regarder, d'analyser le niveau de dette parce que c'est un niveau de risque. Alors on a aussi la note SRI donc, qui détermine le degré de risque au même titre qu'une action ou au même titre qu'un autre actif financier de la SCPI. Donc moins vous avez de dette, plus vous êtes à 2, plus vous avez de dette, plus vous êtes à 4. Donc ça aussi, c'est quelque chose à analyser en fonction de la perspective de rendement. Et après, vous avez aussi, quand vous avez le temps, l'analyse du portefeuille, de regarder où les actifs ont été achetés, les notes financières des locataires. Et tout ça, c'est normalement dans un rapport annuel qui est assez fouillé et qui est suivi par un commissaire aux comptes, par une banque dépositaire, par l'AMF aussi, parce qu'on leur envoie. Enfin voilà, il y a un cadre qui est assez important dans le cadre d'une SCPI. Pourquoi? Parce que on va chercher de l'épargne publique, d'investisseurs privés. Et donc, on a une régulation et une réglementation qui est assez importante, mais qui est nécessaire. Enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça fait partie des éléments qui sont importants à regarder, au-delà du simple taux de distribution, qui est souvent le plus simple à regarder, puisque c'est ça qui est dans les classements des journalistes et de tous les sites Internet. Mais en règle générale, il faut aussi se poser la question de savoir quelle est la qualité du patrimoine et ce que ce taux est réplicable dans la durée.
Quel est l'objectif de la société de gestion à 5 ans ou à 10 ans? Donc ça fait partie aussi d'un chiffre qui sort, c'est le TRI. Mmh. Est-ce que votre TRI, il est plutôt à 4, à 5, à 6 sur les 10 prochaines années, soit parce que vous avez déjà un historique, soit parce que vous ciblez à 5 ou 10 ans, en tout cas c'est ce que nous demande aussi l'AMF, d'avoir une visibilité sur les TRI, sur nos fonds. Et en général, c'est plutôt ça qu'il faut regarder plutôt qu'un simple taux de distribution, parce que le taux de distribution, il est toujours passé. Quand vous investissez dans une SCPI, le taux passé ne vous intéresse pas, c'est surtout celui qui va arriver. Et donc, il faut faire très attention à, de temps en temps, un peu trop de marketing sur les taux de distribution qui ne relatent pas forcément de la qualité du patrimoine et de sa solidité financière dans le temps. Non, c'est super important de parler de ça parce qu'effectivement, moi, quand je regarde par exemple une SCPI, je regarde le plein de critères, hein, mais j'essaie de regarder où ont été achetés les lots, quel type de lot c'est, les différents locataires qu'il peut y avoir, la durée des baux, le nombre de locataires, le nombre de lots dans la SCPI, Mhm. le TOF, donc le taux d'occupation financier. Enfin, il y a plein de critères qui peuvent être super intéressants. Et du coup, si on parle un peu plus d'Eden aujourd'hui, c'est une SCPI qui est assez récente. Ça Ouais. fait 2 ans Ouais. qu'elle est lancée, un peu plus. 15 mois même. 15 mois, donc on est sur la deuxième année. Et c'est quoi un petit peu votre stratégie chez Eden, chez cette SCPI, au niveau du type de lot que vous achetez? C'est quoi un petit peu la vision que vous avez sur les prochaines années? Alors, je vais juste faire un petit rappel par rapport à Advenis REM, donc la société de Il y a gestion. plusieurs SCPI du coup. Et le groupe aussi, puisque c'est un groupe immobilier à la base. On est un peu plus de 300, 350 dans le groupe. C'est un groupe international, puisqu'on a des bureaux un peu partout en Europe et on a même un bureau à Dubaï et aussi un REIT qui est coté sur la bourse de Toronto. Et donc, on a vocation, nous, à lever de l'argent. Enfin, lever, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, de récupérer l'investissement, de collecter de l'investissement auprès d'investisseurs français et aussi étrangers et de l'investir en Europe. Et donc, oui, on a plusieurs SCPI aujourd'hui, dont une qui a déjà 10 ans, qui est investie à 100% en Allemagne, une autre qui a 6 ans, qui est investie plutôt sur la zone géographique Europe du Sud, donc Espagne, Portugal aujourd'hui et demain l'Italie. On regarde voilà, cette extension-là. Et Eden, elle a été créée il y a 15 mois pour travailler plutôt les pays d'Europe du Nord. Donc on a plus, nous, vocation, et en tout cas c'est notre ADN et notre marque de fabrique, c'est qu'on a des SCP qui sont en fait essentiellement investis partout sauf en France et, et partout en Europe. Voilà. Potentiellement, on pourrait aller plus loin demain, mais en tout cas, aujourd'hui, on est essentiellement sur l'Europe et en fonction des SCPI, ben, on peut faire une diversification, soit Allemagne, soit Europe du Sud, soit Europe du Nord. Et donc, avec Eden, on est plutôt sur UK, Irlande, Netherlands, enfin Benelux et Scandinavie, et en intégrant la Finlande, bien sûr. Et donc ça fait partie des cibles de pays déjà dans lesquels on va investir. Je pourrais expliquer pourquoi on fait ça. Ouais, c'est intéressant. Avant d'aller encore plus loin, c'est quoi un peu la raison de ne pas forcément choisir et essayer d'investir sur des lots en France et de le faire à l'étranger? Ça peut être, je pense, pour plusieurs raisons, hein, au niveau de Il y en a plusieurs. la gestion, voilà, et peut-être la qualité des lots. Il y a des raisons, je pense, propres à la SCPI, mais il y a aussi des raisons fiscales pour les investisseurs français qui peuvent être intéressantes à avancer. Oui, alors, nous, alors, à l'origine, quand on a créé Eurovalis, qui est notre SCPI en Allemagne, il y a 10 ans, on l'a fait pour 2 raisons. D'une part, on était déjà présent en Allemagne depuis de nombreuses années et on faisait investir des investisseurs étrangers en Allemagne, donc on connaissait bien ce marché. On avait un bureau avec une quinzaine de collaborateurs allemands et quand on a lancé Eurovalis, il y avait très peu de SCPI. Il y en avait une ou deux qui commençaient à investir à l'étranger, mais pas forcément. Toutes les SCPI, il y a plus de 10 ans, elles étaient investies en France, elles investissaient 100% de leurs actifs en France. Et donc, c'était un peu dommage, au même titre qu'un placement financier aujourd'hui. Quand vous vous intéressez à la bourse, vous n'allez pas acheter des entreprises que franco-françaises. Vous allez peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde. Et accessoirement, quand on analyse le CAC 40 de sociétés françaises, on sait très bien que les grandes sociétés du CAC 40 font 80% de leur chiffre d'affaires, quand je dis 80, des fois c'est plus, à l'étranger. Donc, est-ce qu'on achète vraiment une société française quand on achète une société du CAC 40? Donc, on a mis en place en fait la même logique en disant aujourd'hui pourquoi se cantonner au marché seulement français qui fait en règle générale un dixième ou un quinzième des volumes de transactions en Europe. Donc on se coupe en fait de 85 ou 90% de ce qui se passe en immobilier en Europe. Donc déjà à la base c'est quand même un peu bizarre. Et donc la capacité effectivement que nous on avait de le faire déjà pour le compte de tiers et pour faire de l'investissement pour le compte de grands clients, on a développé une SCPI pour faire exactement la même chose. On a dit, bah, nous, on va proposer une SCPI qui va être investie sur un marché qui n'est pas la France et qui est un marché qui est compliqué quand on est investisseur privé.
Vous imaginez, tout à l'heure, on parlait d'investissement direct en France, à côté de chez soi, etc. Bon, ben voilà, si demain matin, vous voulez acheter un appartement ou un commerce en Allemagne, vous faites comment? Vous parlez pas allemand? Ou alors si, peut-être, pour vous, Non, pas pour moi. mais pour toi. Plus espagnol. Mais, et même si tu vas le faire en Espagne, est-ce que tu connais bien le marché, la réglementation financière, la réglementation immobilière, la taxation, C'est tout l'avantage aussi tous des les droits? SCPI de pouvoir aller Voilà. toucher des biens Et donc, nous, on a inaccessibles. proposé ça. Et donc, avec l'Europe du Sud maintenant et Eden aujourd'hui, on couvre à peu près tous les grands pays. On choisit plutôt des pays dans lesquels il y a un volume de transactions important parce que c'est important d'avoir une bonne sélectivité. Et si on veut revendre le bien au bout de 5 ans ou 10 ans, d'avoir une bonne liquidité, donc avoir des investisseurs qui peuvent nous racheter le bien. Donc ça aussi, ça fait partie des critères d'investissement. On ne va pas aller dans les trop petits pays. Et on va surtout dans des pays sur lesquels on est présent. Parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et quand on a une quinzaine de collaborateurs en Allemagne qui parlent allemand et qui connaissent bien le marché, bah, déjà, ça va plus vite pour acheter. Pareil en Espagne et au Portugal, pareil à Londres, où on a créé depuis 15 mois un bureau à Londres avec 4 collaborateurs qui couvrent effectivement la partie Nord-Europe. Et ça fait partie des éléments qui sont pour nous très importants. C'est qu'on ne va pas dans un pays comme ça à l'aveugle non plus. On essaye de travailler avec des gens locaux, on essaye d'y aller régulièrement aussi. Et c'est là, pour le coup, moi je vais souvent dans ces pays-là, non pas forcément pour aller voir l'actif, mais pour aller voir tous les partenaires, les avocats, les banques avec qui on travaille, les property managers. Quand on délègue la gestion au quotidien d'un immeuble, bah, il faut aussi connaître les gens avec qui on va travailler. Et donc ça, c'est très important de bien connaître les pays dans lesquels on investit. Donc il y a la taille du pays, il y a la qualité de l'immobilier de ce pays-là, il y a les acteurs et en règle générale, il y a aussi nos équipes. Donc ça fait partie des critères qui sont très importants pour nous pour investir quand on va à l'étranger et dans un pays étranger. Donc ça, c'est le premier facteur qui est très important. Le deuxième, c'est la taille effectivement du marché européen. Quand je disais, l'année dernière, c'est 15 milliards les volumes de transactions en France. En Europe, on est autour de 180 milliards. Donc on a beaucoup plus de choix en investissant en Europe que si on n'est que franco-français. J'adore la France, mais c'est dommage de ne pas profiter de cet espace économique européen pour ne pas investir. Et effectivement aussi, et tu en parlais, il y a le côté fiscal qui est aussi intéressant pour un investisseur français, puisqu'on va profiter en fait d'impôts qui sont un peu moins chers qu'en France. Si je fais un parallèle rapide de ce qui se passe sur de l'immobilier en direct, et donc ça s'applique aussi sur de la SCPI, puisque la SCPI est transparente fiscalement, l'imposition de la SCPI est répartie après avec tous les porteurs de parts. Donc c'est comme une société civile immobilière, si vous avez déjà entendu parler de ça, c'est exactement la même chose, une SCPI, hein, c'est la même logique. Si vous avez une part d'une SCPI, bah, vous allez récupérer, si sur 100 parts par exemple, 1% du rendement. Si vous avez 10 parts, vous allez récupérer 10%. C'est exactement le même schéma. Et donc, quand on va aller acheter des actifs en Espagne, en Allemagne, en Grande-Bretagne, on va avoir une imposition qui ne va pas être la même par rapport à la France. Donc, je reviens sur ce détail précis. Si vous achetez en France de l'immobilier en direct ou via une SCPI française, vous allez avoir des revenus fonciers. Et donc, ces revenus fonciers, vous allez les intégrer dans une déclaration 2044, on appelle ça, et donc va être remis dans votre déclaration de revenus classique. Donc, vous allez payer de l'impôt sur votre tranche marginale d'imposition. Donc, si vous êtes à 20 et quelques, à 30, à 40, 41, 45, vous allez payer le montant de votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux, 17,2. Donc, en règle générale, quand vous avez du revenu foncier en France sans dette en face, vous payez grosso modo assez rapidement 50% d'impôt. Donc, le net qui reste en poche, c'est moins 50%. Donc, si vous avez une distribution à 6, il vous reste 3. Ouais, globalement, pour les investisseurs qui ont une tranche marginale d'imposition à 30%, des SCPI 100% françaises, vous avez 47,2% d'impôt. ça fait beaucoup. C'est très proche de 50. Et donc, oui, alors c'est comme ça. Il faut faire avec. Et voilà, c'est pas une critique. On sait qu'on est assez élevé en termes d'imposition en Europe, mais c'est comme ça. Donc l'intérêt d'investir en Europe, c'est qu'on va aller chercher des fiscalités déjà un petit peu moins importantes sur la société, puisque la SCPI va payer l'impôt dans le pays dans lequel elle détient l'actif. Donc par exemple en Espagne, on est à 19%. Au Portugal, quand on a créé une structure au Portugal, on est à 10%. En Allemagne, on est à 15%. Les Allemands sont en train de baisser leur impôt pour arriver à 10% en 2032. Quand on est aux Netherlands ou en UK, on est plutôt à 20 ou 25%. Donc, en fonction effectivement des pays, on va payer de l'impôt de manière assez disparate, mais toujours un peu moins cher que la tranche marginale d'imposition à 41 ou à 45%. Donc déjà, on va avoir un écart sur ce niveau-là d'imposition. Et il se trouve qu'il y a des crédits d'impôt, donc des conventions fiscales bilatérales avec pratiquement tous les pays dans le monde, avec la France, et donc tous les pays européens, puisque c'est bilatéral, ça marche dans les deux sens, ce qui fait qu'on ne paye pas deux fois son impôt. C'est une règle de non-double imposition. Donc si nous, on paye un impôt
en Allemagne à 15%, ben, l'investisseur français ne va pas repayer de l'impôt en France. Donc on va considérer qu'il a un crédit d'impôt. Et donc, par la SCPI, il aura déjà payé son impôt, il ne va pas repayer en France. Donc déjà, ça fait un écart entre la TMI qu'il aurait payé sur un revenu français et l'impôt que la SCPI a payé pour son compte en Allemagne. Et ensuite, le point intéressant aussi, c'est que comme c'est des revenus de source étrangère, il n'y a pas de CGCRDS, il n'y a pas de prélèvements sociaux, donc on économise les 17,2%. Donc le reste en poche, sur même typologie d'actifs, même qualité de locataire, même qualité d'actifs immobiliers, même rendement, parce qu'il ne faut pas croire non plus qu'on va doubler des rendements en fonction des pays dans lesquels on est. L'Europe est quand même très similaire quand vous parlez de Madrid, Francfort, Paris, Londres, etc. Vous allez vous retrouver avec des rendements d'actifs sur les mêmes localisations, même qualité de locataire, assez proches. Par contre, le différentiel va se faire sur le fait que pour une SCPI, je parlais de 6%, 3% en France, bah, si pour une SCPI qui est 100% à l'étranger à 6%, bah, vous allez avoir effectivement 15, 20, 25% d'impôts en fonction, et vous n'allez pas avoir de CGCRDS. Donc le reste en poche va être forcément plus intéressant pour vous, le net, qui va vous rester sur votre compte et donc sur lequel vous allez vivre, bah, plus intéressant sur une SCPI européenne que sur une SCPI française. C'est très intéressant parce que je pense que c'est un point qui est beaucoup trop incompris aujourd'hui avec ce système de crédit d'impôt, le fait qu'il n'y ait pas de prélèvements sociaux. On sait aussi qu'il est possible d'investir en SCPI à travers l'assurance vie pour justement essayer de limiter la fiscalité quand on a une tranche marginale d'imposition élevée. Mais j'ai vu tout à l'heure justement... Alors si je peux me permettre, sur l'assurance vie, c'est un petit peu différent. En fait, ça marche que quand tu souscris en direct. C'est-à-dire que tu souscris directement tes parts par la société de gestion. Parce que quand tu le fais dans une assurance vie, c'est l'assureur qui est propriétaire des parts. C'est pas toi. En règle générale, quand tu confies de l'argent à un assureur, c'est plus ton argent, c'est l'assureur qui est propriétaire aujourd'hui de tout ce qu'il y a dessous. Et donc, c'est l'assureur en tant que société qui va bénéficier de la fiscalité de la SCPI. Oui. Et l'assureur, de temps en temps, ne reproduit pas, en fait, aux particuliers ce sujet-là. Et donc, il y a moins d'intérêt d'investir dans une SCPI européenne sur une SCPI, au-delà du fait qu'il y a de la liquidité, que tu peux arbitrer plus facilement, etc., au cœur de l'assurance vie. Mais sur la partie fiscale, ce n'est pas forcément là où c'est le plus intéressant. C'est souvent, d'ailleurs, une erreur que je vois, c'est des SCPI 100% étrangères en assurance vie, alors que en réalité, en direct, ça aurait pu être finalement plus intéressant. Ça dépend toujours de la personne, du cas précis. Oui, puis après, il y a d'autres critères. Et le côté direct, tu n'as pas l'avantage des exonérations de droits de succession que te procure l'assurance vie. Donc, tu n'as pas forcément... Voilà, ça dépend du produit, de l'adaptation et de ce que tu recherches de ton produit financier. Mais et ton produit patrimonial, si tu recherches des placements hors droit de succession, d'acheter une SCPI en direct, c'est comme de l'immobilier, il y a des droits de succession. Par contre, si c'est sur de l'assurance vie, sur certains montants, ça permet d'avoir ça. C'est juste là, je parlais plus fiscalement, le fait que c'est moins intéressant fiscalement. Il y a d'autres avantages à avoir des SCPI en termes de diversification et patrimonialement à l'avoir dans un contrat d'assurance vie. Et du coup, au niveau de... Je suis allé voir sur votre site, justement, en fait, c'est vraiment très intéressant ce point au niveau de la fiscalité parce que on ne se rend pas compte à quel point ça peut impacter le résultat final. J'ai vu que vous avez mis un petit simulateur fiscal sur le site de Eden où, en réalité, une SCPI 100% étrangère face à une SCPI 100% française, la finalité, c'est qu'on a quand même quasiment presque 2 fois plus de rentabilité nette en fonction des différents critères. Encore une fois, c'est pas... Alors 2 fois, peut-être pas, mais et puis ça dépend de la tranche marginale d'imposition, ça dépend de la situation fiscale de chaque investisseur, etc. Donc, c'est pas aussi important. Mais oui, il y a un écart. Il y a un écart. En tout cas, le reste en poche est plus intéressant sur une SCPI européenne, c'est sûr. Et effectivement, sur la plateforme Eden d'investissement, vous avez un simulateur et vous pouvez simuler la partie fiscale, en tout cas le reste en poche. Et puis aussi, parce que c'est ça l'intérêt d'Eden, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi le fait qu'on l'a créé, cette SCPI, justement pour répondre à ce qu'on disait en tout début d'intervention sur la montée en puissance de nouveaux investisseurs qui cherchent à avoir une épargne régulière. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une SCPI avec 50 € par part. Et ce qui fait qu'il n'y a pas des gros montants. Alors, il faut mettre 20 parts minimum au départ pour démarrer, c'est-à-dire 1 000 €. Et après, c'est des parts à 50 €. Et on peut faire des versements programmés. On peut faire des réinvestissements de dividendes et le simulateur permet ça, c'est-à-dire de regarder en fonction de ce que vous mettez tous les mois et si vous cochez les options de réinvestissement de dividendes. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous recréez des parts automatiquement en fonction de votre niveau de dividende. Ça fait partie effectivement des éléments qui sont importants à regarder quand on veut se constituer un patrimoine et une épargne de précaution ou une épargne de retraite à longue durée ou une épargne de précaution sur les 5, 10 ou 15 prochaines années, par exemple. Et justement, en parlant des 10-15 prochaines années, ça c'est une question qui m'intéresse aussi. Pour une SCPI qui est jeune comme Eden, parce que vous avez plusieurs SCPI, donc je pense que vous avez l'expérience de SCPI qui sont lancées il y a longtemps et d'autres plus récemment. Mais
comment ça se passe dans la vie d'une SCPI? Est-ce que vous achetez des lots avec des dates idéales de revente déjà initialement? Est-ce que l'idéal, c'est d'avoir le plus gros patrimoine possible immobilier? C'est quoi la stratégie, en tout cas chez Alors, vous? pour aller dans le sens de la diversification, parce que je reviens aussi sur le fait qu'une SCPI, l'intérêt, c'est de diversifier. Diversifier les actifs immobiliers, diversifier les locataires. Donc, pour répondre déjà à ça, il faut avoir une certaine taille. C'est-à-dire que si vous avez une SCPI qui a un seul actif à l'intérieur, bah, autant acheter du direct parce que vous n'avez pas plus de diversification, hein. Donc, c'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure du crowdfunding où vous avez normalement plus de rendement, mais vous prenez un petit peu plus de risques. Sur la partie SCPI, oui, la taille d'une SCPI, c'est plusieurs centaines de millions d'euros pour avoir une diversification suffisamment importante et pour avoir aussi un nombre de locataires assez important et donc diminuer cet effet de problématique de turnover, enfin voilà, de changement de locataire, d'un locataire qui peut ne pas payer parce qu'il dépose le bilan, ça arrive aussi, hein. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants à rappeler dans une SCPI. Donc il faut qu'elle ait une certaine taille pour avoir une récurrence de revenus. Quelle est la meilleure taille? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, les plus grosses SCPI font 3 ou 4 milliards aujourd'hui. En tout cas, plusieurs centaines de millions, c'est sûr. On va dire qu'à partir de 300-500 millions, on commence à avoir une SCPI qui a suffisamment d'actifs, suffisamment de diversification pour assurer une régularité de revenus. Moi, idéalement, et en tout cas sur la société de gestion et Advenis Rem, notre stratégie, c'est plutôt d'avoir une bonne régularité de revenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de dire je veux avoir le meilleur taux de distribution sur une année, puis après je vais redescendre, ou en tout cas faire le yo-yo. Notre SCPI, typiquement Eurovalis, elle a distribué à l'euro près à peu près la même chose depuis 10 ans. Et donc ça fait partie des éléments qui sont aussi importants dans la régularité de revenus, soit parce que j'ai des clients qui cherchent des revenus complémentaires, soit on n'en a pas parlé, ça peut être aussi des investisseurs qui financent avec de la dette. Et donc quand vous avez un emprunt en face et que vous achetez des parts de SCPI, bah, c'est bien que vous ayez La une visibilité, hein. régularité de votre revenu parce que vous savez que tous les mois, la banque, elle ne va pas changer la variation de votre remboursement. Donc c'est bien d'avoir une régularité de revenus en face, de revenus qui rentrent. Donc, on est plutôt dans une logique où on veut avoir une régularité de revenus la plus importante dans la durée. Et ça, ça fait partie des points qu'on regarde, ce qu'on disait tout à l'heure. On va plutôt aller regarder des baux longs, donc c'est-à-dire qu'on va plutôt aller regarder des locataires avec des signatures dans la durée. Typiquement sur Eden, aujourd'hui, on a à peu près 10 ans de bail ferme sur le portefeuille. Alors, c'est une nouvelle SCPI, on n'a que 6 actifs à l'intérieur. Mais aujourd'hui, on a 100% de taux de remplissage. C'est normal parce qu'on est dans le lancement. Intéressant. Dans la durée, ça baissera parce que mécaniquement, plus on va avoir d'années, bah, plus on aura des locataires qui vont commencer à partir. Et donc, en règle générale, une SCPI qui a autour de 95% de taux de remplissage, c'est déjà pas mal, notamment quand elle a une taille importante. Et donc, ça fait partie des éléments à regarder. Et donc, nous, on signe plutôt des beaux longs. Et donc, avoir 10 ans de bail ferme sur des sociétés, ça, c'est pareil. C'est l'intérêt d'investir aussi en Europe, c'est que la réglementation des baux n'est pas la même qu'en France. En France, sur des baux commerciaux, on est à 3,69. Mm. Vous êtes aujourd'hui en UK, vous êtes aux Netherlands, en Irlande, et demain, on est en Finlande, puisqu'on est en train de regarder des sujets. On peut signer des baux fermes à 10, 12, 15 ans. Et donc ça vous donne une visibilité, d'où l'intérêt et l'importance de bien regarder la solidité financière de votre locataire, parce qu'il faut qu'il soit en capacité de vous payer ces loyers-là pendant la durée. Sinon, ça ne sert à rien de signer un bail ferme de 12 ans avec une société qui est en train de déposer le bilan, hein. Oui, bien sûr. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants. Et aujourd'hui, quand vous achetez Eden, vous avez, à ce jour en tout cas, une visibilité de 10 ans des futurs revenus. Donc c'est quand même important et intéressant de regarder cet aspect-là sur la distribution. Et en fonction des opérations, et on va regarder, oui, la qualité. Des fois, de temps en temps, on peut prendre un petit peu plus de risques parce que la localisation est très bonne. On sait qu'on n'aura pas de problème à relouer si un jour il y a un locataire qui repart. Donc on peut se permettre des fois de signer des baux à 5 ans, par exemple. En dessous de 5 ans, c'est compliqué quand même. Parce qu'aussi, il y a un sujet de retour sur investissement. Quand on achète un immeuble, il y a des frais, on paye des avocats, on paye des études techniques, on paye des intermédiaires. Et donc à partir de là, il faut quand même rentabiliser son investissement. Et donc on va rarement signer des baux en dessous de 5 ans. La moyenne, c'est plutôt autour de 10. Et de temps en temps, on se peut signer des baux un petit peu plus longs. On a signé en Irlande, à Dublin, un actif de coworking. On parlait tout à l'heure de la diversification, qu'est-ce qu'on achète? Oui. On peut acheter. Aujourd'hui, dans Eden, il y a un centre de formation de Maersk. Maersk, c'est un des grosses sociétés de maritimes avec les gros cargos, les fameux cargos qui traversent la planète avec pas mal
de, Container. containers, je cherchais le mot. Voilà. C'est leur centre de formation Ok. qui est en Écosse, parce que c'est un gros pôle de plateformes pétrolières, de grosses plateformes, et c'est en mer du Nord, donc il y a pas mal de trafic. Et en fait, c'est des salles de simulation, en fait. Donc, vous êtes sur des écrans où vous avez l'impression d'être sur un jeu électronique, mais c'est pas un jeu, ils ont des masques virtuels, ils sont dans des salles fermées, et ils simulent, en fait, toutes les problématiques techniques qu'ils peuvent avoir sur un bateau ou sur une plateforme pétrolière. Et donc, ça, voilà, c'est un centre de formation très à la pointe, en fait, et donc on est propriétaire de cet actif-là. On a un autre actif qui est détenu par un gestionnaire de patrimoine, c'est son bureau. Sauf que c'est un gestionnaire de patrimoine qui gère 200 milliards, donc c'est un beau gestionnaire de C'est un beau patrimoine. geste. Et c'est son bureau, donc voilà, il y a pas mal de beaux clients, et donc c'est un immeuble qui est assez joli en termes de décoration intérieure, parce qu'il fait venir des clients assez fortunés. On a acheté cet actif en plein cœur de Dublin. Donc quand je dis en plein cœur, c'est Saint-Stephen, et c'est à côté du jardin central. En face de nous, on a deux sociétés Big Four comme locataires, donc c'est plutôt un bel environnement. Et c'est un bail de 17 ans qu'on a signé avec une société qui Ok. a pas mal de structures de coworking à Dublin. Et là, voilà, on regarde, enfin, si je parle du passé, on a signé 2 actifs aussi en Hollande. Un qui est de la logistique spécialisé dans la pièce de moto. Il diffuse les pièces détachées pour les motos à peu près partout en Europe, qui est un spécialiste. Donc c'est un mixte souvent quand c'est des opérations comme ça. Il y a leur bureau et puis il y a tous les entrepôts et les salles techniques à côté. Et là, on est sur de la robotisation de pièces techniques, dans un peu mi-logistique aussi, avec la mise en place, mise en boîte, entre guillemets, de toutes les pièces métalliques ou toutes les pièces de moto, et qui sont envoyées directement par camion un peu partout en Europe. Et l'autre, c'est un spécialiste de la garde périscolaire d'enfants. C'est le leader en Hollande de la garde d'enfants. Et donc, on a acheté un site où ils font un mixte entre bureau plus éducation, formation de leurs équipes aussi. Donc voilà, donc et les 2 actifs qu'on est en train de regarder, 3 d'ailleurs, il y a du retail High Street, donc c'est-à-dire un emplacement dans une rue très connue de la ville dans laquelle on va acheter. Comme c'est pas acheté, je ne vais pas trop en parler. C'est en UK. Et les 2 autres, ce sont plutôt des sites industriels avec des signatures de locataires très prestigieux, parce qu'on va partir sur des durées très longues en termes de baux. Voilà. Donc c'est Donc, vraiment une vision diversifiée. Exactement. Et sur nos autres SCPI, on a aussi bien des sociétés de santé, on a une clinique, on a des centres de healthcare, donc pour des jeunes ou pour effectivement des gens qui ont besoin d'une attention particulière. On peut aussi avoir des hôtels en Espagne. Comme on est sur un pays très touristique, on a 2 hôtels, on est en exclusivité sur un autre. Donc on achète effectivement des structures immobilières un peu différentes en fonction aussi de l'appétence. On sait qu'en Espagne, par exemple, on a une très forte activité touristique, et donc avec un secteur hôtelier qui est assez puissant. Dans les pays d'Europe du Nord, en Allemagne, en UK, bah, on va acheter effectivement peut-être un peu plus de bureaux. Donc là, c'est pareil, on va être très sélectif sur le bureau. Mais le bureau, aujourd'hui, tout le monde va toujours au bureau, même si des fois, on y va un petit peu moins. Mais aujourd'hui, un bureau bien placé, ça a de la valeur. Si vous prenez des bureaux dans Paris, aujourd'hui, dans le QCA parisien, donc dans le quartier central des affaires, on n'a jamais loué des bureaux aussi chers à Paris qu'en ce moment. Donc, il y a bureau et bureau. Il y a un petit peu un retour à la norme, non? Il Et y a en, eu l'aspect et en plus de télétravail, ça, il y a quand Covid même pas mal de et sociétés qui sont en train de dire oui, va revenez un peut-être peu falloir revenir un petit peu plus au au bureau. bureau. Donc voilà, on commence à avoir des sociétés qui re-signent des baux plus longs, qui nous demandent des extensions, typiquement en Allemagne, des extensions de surface, parce qu'ils font revenir un petit peu plus leurs collaborateurs. Donc oui, il y a clairement un retour à la norme, voire un retour en arrière. Et avec effectivement une demande très importante. Ça se voit dans les chiffres, hein. Aujourd'hui, la classe d'actifs qui a eu la plus grosse progression en termes de volume de transactions, c'est le bureau. Alors certes, il s'était redescendu très bas, mais là, en ce moment, il y a une demande assez forte sur le bureau en tant qu'investisseur. Par contre, il faut être très sélectif. Oui. Toujours aujourd'hui, si vous avez un bureau, comme je disais tout à l'heure, en périphérie d'une ville secondaire, au milieu de nulle part, au milieu d'un champ, on va toujours éviter de l'acheter, celui-là. Ouais. Par contre, si vous êtes en centre-ville, à côté d'une bouche de métro, sur un axe de communication, et que tous les collaborateurs peuvent venir à pied, en vélo, etc., il y a toujours C'est un un actif intérêt intéressant. aujourd'hui. Voilà. Non, mais c'est très intéressant d'avoir cette explication parce que finalement, la SCPI, c'est justement le fait d'acheter des parts d'une société qui gère un parc immobilier, et plus ce parc immobilier est diversifié, que ce soit au niveau géographique ou que ce soit au niveau des secteurs que vous achetez, donc il y en a Et plein, des hein, locataires. et des locataires, et la durée des baux et les Exactement. rentabilités différentes qu'il peut y avoir. Mais moi, ma vision, là je parle de moi, mais effectivement, je recherche plus des SCPI qui ont cette vision diversifiée que une SCPI très spécifique avec un emplacement, une zone géographique, un type d'actif.
je pense que ça peut être. Je ne sais pas ce que c'est ta vision là-dessus, mais. Alors, si j'en ai une, je vais te répondre tout de suite. Ça dépend ce que tu veux. Mais ça dépend aussi, c'est toujours pareil. Je reviens sur les marchés financiers parce que pour moi, c'est à peu près la même logique. Soit tu achètes une société du CAC 40 qui a des activités dans le monde entier, etc., et tu mets tout sur cette société-là et tu dis, bah, elle est tellement diversifiée que je ne prends pas beaucoup de risques Ou à un l'avoir, ETF, par exemple. ou un ETF. Soit bah, je vais faire mon propre portefeuille et je vais aller choisir des sociétés qui sont différentes, qui fonctionnent différemment, soit géographiquement, soit en termes de classe d'actifs, et je vais faire ma propre allocation et ma propre diversification. Pour les SCPI, c'est pareil. Tu peux tout à fait imaginer, plutôt que de faire une seule SCPI sur une société de gestion, dispatcher, et c'est le cas par exemple de l'épargne, que je revenais tout à l'heure sur Eden qui est à 50 euros. Aujourd'hui, on a des investisseurs qui ont 100 ou 150 ou 200 euros par mois d'épargne. Bah, plutôt que de mettre 200 euros par mois sur Eden, ils font 4 SCPI différentes avec 4 sociétés de gestion différentes et qui peuvent avoir 4 thématiques différentes d'investissement. Et comme ça, tu divises en même temps ton risque de sociétés de gestion et de sous-jacents. Et ça, c'est pas forcément mal non plus. C'est deux façons de fonctionner. Après, euh, moi, j'essaie toujours de réfléchir de mon côté, comme quoi j'ai peut-être moins les clés que les gestionnaires et j'ai peut-être moins de vision de différents secteurs immobiliers, j'ai moins de compétences. Donc, j'ai tendance à préférer des SCPI qui se diversifient aussi. Et après, ça reste ma vision, mais T'as un effectivement, choix. les deux visions sont tout à fait viables. Et tout à l'heure, tu as parlé des frais. Eden est également aussi une SCPI qui est dans cette nouvelle dynamique d'afficher des frais d'entrée à zéro, Ouais. avec bah, du coup les frais qui se concentrent plutôt sur la partie frais de gestion. Ouais. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que ça peut apporter pour l'investisseur qui choisit une SCPI avec aucun frais d'entrée? Alors, quand on dit qu'il n'y a aucun frais d'entrée, ça veut dire qu'il y a d'autres frais aussi, hein. Bien sûr. Forcément, il faut que tout le monde vive. Donc, il y a des frais d'acquisition et des frais de gestion. Mais c'est un modèle un petit peu différent par rapport à une SCPI traditionnelle qui prenait des frais d'entrée et des frais de gestion aussi. Mais après, c'est les curseurs et les niveaux de frais qui peuvent être différents. Nous, on l'a lancé parce qu'on déjà on avait 2 SCPI traditionnels avec des frais d'entrée. Donc, pour nous, en tant que société de gestion, c'était intéressant d'avoir une offre un petit peu diversifiée et à proposer et à nos clients investisseurs directs et à nos distributeurs. Et on constate effectivement que ce n'est pas forcément les mêmes logiques. Ce n'est pas les mêmes distributeurs. Il y a des distributeurs qui préfèrent les SCPI traditionnels parce qu'ils sont rémunérés tout simplement sur une partie des droits d'entrée, hein. Vous le voyez dans les documents d'information ou dans les documents que vous signez dans un bulletin de souscription, c'est marqué que l'intermédiaire va être rémunéré sur l'acte de vente qu'il fait. Et les SCPI type Eden, qui n'ont pas de droit d'entrée mais qui ont des frais par ailleurs, rémunèrent plutôt sur l'encours, donc sur le fait que le conseiller va avoir une activité de récurrente, de suivi, d'apport de valeur ajoutée au client final pour lui faire un point tous les ans et faire un point sur son patrimoine personnel et aussi en même temps sur la SCPI. Et donc ça, c'est des modes de rémunération qui peuvent être différents pour le distributeur. Et en même temps, on avait constaté aussi que sur la souscription en direct full digital, ben, c'était beaucoup plus simple aussi d'acquérir parce que la différence entre les deux, c'est que pour Eden, quand vous investissez 1 000 euros et 50 euros par part, les 50 euros sont investis en fait, puisqu'il n'y a pas de frais d'entrée. Donc il y a la proportion d'investissement qui est tout de suite plus importante à court terme. Donc il y a aussi le niveau de loyer. Quand vous investissez 50 au lieu de 45 par exemple, bah forcément, si vous avez un rendement à 7%, ça va être un petit peu plus important. Même si vous avez des frais de gestion un peu plus importants en règle générale sur les CPI sans droit d'entrée, vous allez avoir un sujet d'investissement qui va être investi à 100% tout de suite. Donc il y a cette mécanique un petit peu différente. Et aussi dans l'assurance vie, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le problématique des SCPI traditionnels, c'est que vous aviez les frais qui étaient affichés dans la ligne en fait, de l'assurance vie. Donc même si l'assureur prenait ou prend en règle générale à peu près la moitié, vous aviez moins 5% jour 1. Et comme Ouais. les revenus de la SCPI ne sont pas recrédités en parts, mais sont dans le fonds en euros, bah, vous avez toujours une ligne à 5. Il suffit que votre SCPI baisse un peu sa valeur à un instant T, vous vous retrouvez avec des chiffres toujours négatifs. Au bout d'un moment, ça vous fatigue de voir sur votre portefeuille des lignes tout le temps négatives. Donc la SCPI Eden, qui rentre dans l'assurance vie, bah, vous avez le prix de la valeur de votre part, vous n'avez pas de décote liée aux frais d'entrée. Donc c'est juste facial, mais c'est important de ne pas avoir forcément du La négatif psychologie tout le temps. autour de l'investissement La et de psychologie l'argent dans est très l'investissement très est importante. importante. Exactement. Et je pense qu'on aurait pu aborder encore plein de sujets, mais si on devait terminer un peu cet échange sur quelques points qu'on n'a pas abordés autour de Eden et d'autres façons de fonctionner, qu'est-ce que tu pourrais nous dire?
Bah, je vais finir sur quelque chose de très important à mes yeux, c'est tout ce qui concerne l'ESG et l'ISR, parce qu'on n'en a pas parlé. Et toutes nos SCPI sont labellisées ISR, elles sont classe 8 SFDR, c'est aussi encore une réglementation spécifique. Nous, on croit beaucoup en fait au sujet de l'investissement durable en immobilier. On a déjà eu un cycle de validation de plus de 3 ans. Eden, on l'a fait valider ISR un mois après son lancement. Nous, on est très convaincus, en tout cas je le suis, du maintien d'une valeur d'actif quand on travaille correctement le bien immobilier dans la durée. C'est-à-dire que c'est pour ça que, je disais tout à l'heure, quand on achète, on fait des études techniques, on fait des études environnementales, des études d'impact en fait, des études de risque climatique, pour voir quels sont les impacts que peuvent avoir le réchauffement climatique ou tout simplement les sujets d'augmentation des eaux. Typiquement, quand on fait un hôtel où on va essayer de faire attention de ne pas forcément être sur le front de mer parce que dans 10, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas si Non, c'est j'aurai pas vrai. les pieds dans Ouais. l'eau. Donc ça fait partie des études que l'on fait. Et au-delà de ça, et au-delà de cette petite parenthèse, mais on regarde surtout effectivement les sujets énergétiques de l'immeuble et comment on va pouvoir gérer et maintenir un niveau soit équivalent, soit pour faire progresser l'immeuble pour diminuer en fait les charges électriques, les charges énergétiques d'un immeuble pour le confort du locataire parce qu'il va payer moins cher et aussi pour faire en sorte de l'améliorer d'un point de vue biodiversité et services, etc., etc. Et donc ça fait partie des éléments qui sont très importants pour moi et on a un recul maintenant de 4-5 ans sur le travail de fond que l'on fait avec tout ce qui concerne les panneaux photovoltaïques dès qu'on peut en mettre, tout ce qui concerne les changements de système de chauffage avec de l'aérothermie, etc. Tout ce qui est tous les recharges, je l'avais en anglais, donc j'ai du mal à l'avoir en français, mais les bornes de recharge électrique Pour les voitures. pour les voitures, l'accessibilité pour les collaborateurs avec des parcs à vélo sécurisés quand ils viennent en vélo, etc. Ça, c'est des petites choses, mais c'est très important en fait pour le confort des locataires. Ça a deux choses, c'est que on garde nos locataires beaucoup plus quand on fait ça. Et on peut trouver aussi des locataires qui vont venir dans notre immeuble justement parce qu'on a fait certains efforts sur tout cet environnement-là. Et donc pour nous, ça crée de la valeur en fait. Et moi, je donne toujours un exemple d'un de nos immeubles qui est à côté de Madrid, sur un immeuble sur lequel on a complètement changé le chauffage, mis des panneaux photovoltaïques, fait à la biodiversité. Il y a des jardins, donc on a fait des parcs pour que les collaborateurs puissent manger dehors, etc. Et donc aujourd'hui, c'est un actif qui avait de la vacance et aujourd'hui, il est pratiquement plein. Et moi, pour moi, ça a un impact. C'est je sais combien ça m'a coûté de faire les travaux dans cet immeuble, mais je sais exactement ce que ça me rapporte en termes de loyer. Et c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais on a des évaluations 2 fois par an aussi sur nos actifs par des évaluateurs externes qu'on paye pour nous évaluer et pour nous donner une valeur. Et ça, c'est contrôlé aussi par les autorités de marché financier. Et je sais ce que ma valorisation d'actifs aujourd'hui, à quel niveau elle est par rapport aux efforts que j'ai faits en termes d'investissement financier sur toute la partie ISR. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on le voit tout de suite, en fait. On fait des travaux, on améliore la qualité du confort et diminue les charges aussi de nos locataires. J'ai des loyers qui peuvent être supérieurs si je renégocie. J'ai des loyers en plus parce que je trouve des locataires dans certains immeubles. Et du coup, ça se traduit mécaniquement par la valorisation financière de mon immeuble et donc sur la valeur de la part. Et donc ça, c'est très intéressant. Et nous, on est convaincus que ça fait partie des éléments qui sont essentiels parce qu'une SCPI, ça dégage des revenus et c'est un véhicule qui est long. C'est souvent sur 10 ans ou sur 15 ans. Et donc, voilà, on a la chance d'avoir des actifs qu'on connaît, qu'on peut voir, sur lesquels on peut faire des chiffrages de travaux dans la durée et d'accompagner cet actif sur les 10 ou 15 prochaines années et de regarder son évolution et de regarder sa valorisation. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête sur la gestion d'une SCPI. Et c'est très marrant parce que finalement, si on revient au premier sujet par rapport à l'investissement en direct, finalement, c'est ce que font beaucoup d'investisseurs en direct aussi, c'est acheter des appartements qui sont peut-être pas top pour les rénover, pour au niveau voilà, de tous les différents conforts qu'il peut y avoir au niveau énergétique. Et c'est vrai qu'à grande échelle, de votre côté, ça donne de la visibilité, je pense, et une belle valorisation au parc, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe au niveau transition énergétique, environnement, qui sont des sujets aussi pour peut-être toutes les entreprises que vous accueillez dans vos locaux. On en parle un Euh, peu moins parce qu'il y a des sujets géopolitiques un peu plus prégnants en ce moment, oui. mais ça va revenir et on est convaincu que ça va revenir. Et surtout, nous, on est convaincu que c'est important dans la valorisation future de nos Et actifs. puis vous gardez un parc immobilier aussi de qualité, je pense, avec cette vision-là. Exactement. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'était un super échange. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le fonctionnement des SCPI. Moi, j'en ai appris beaucoup. Donc, merci Jean-François. C'était un Merci, super Clément. échange. Vous aurez tous les liens vers la SCPI Eden en description de cette vidéo. Si
vous voulez aller vous intéresser à cette SCPI qui est du coup une SCPI qui va prendre de plus en plus de place, je pense, parce que pour avoir regardé un petit peu aussi, moi de mon côté, bah, vous avez fait un très beau lancement aussi au niveau de la collecte et des différents actifs que vous avez. Donc n'hésitez pas à regarder et puis on vous bientôt. retrouve voilà, bientôt, on vous retrouve sur ce site-là et nous à bientôt. Merci, au revoir.